Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le développement des régions rurales est l'une des grandes priorités du gouvernement chinois. Lors du 19e congrès national du Parti communiste chinois en 2017, le président chinois Xi Jinping a proposé comme mesure clé sa stratégie de revitalisation rurale. L'agriculture, les zones rurales et la population rurale sont plus que jamais prioritaires dans le programme de travail du Parti communiste chinois. Comment se déroule la mise en œuvre de cette stratégie? Quels sont les résultats obtenus jusqu'à présent? Quels seront les principaux défis à relever dans l'avenir? Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir deux invités, M. Joseph Olivier Mendou, chef de délégation de la jeunesse africaine en Chine, et M. Wu Zhexian, commentateur de CGTN français. Bonjour. 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 Bienvenue dans notre émission. Monsieur Mendou, vous vous êtes rendu dans plusieurs villages chinois. Pouvez-vous nous parler de ces expériences? Ok, merci de m'avoir sur le plateau. En tout, j'ai fait, je veux dire, pas près de 30 descentes dans les villages et contrées à travers le territoire chinois et beaucoup plus pour m'enquérir sur la vie dans les régions rurales chinoises, mais aussi et surtout sur la revitalisation rurale et la réduction de la pauvreté. Et en gros, ce fut une expérience très riche et j'ai pu voir les villageois, par exemple, dans le nord de la Chine, combattre le désert en le reboisant. Et j'ai pu voir les comtés mettre en œuvre, par exemple, des projets de contrôle de sable et de construction écologique et encourager les agriculteurs à reconvertir les terres abusivement défrichées en forêt afin de développer les industries. Je vais vous donner quelques exemples très précis, de manière très brève. J'ai pu expérimenter, par exemple, en Chine, il y a ce qu'on appelle le nouveau modèle agriculteur plus coopératif plus base, et qui combine à la fois le rajustement de la structure de l'industrie agricole et la gestion écologique. Et j'ai pu voir à travers ce modèle comment cela a permis aux agriculteurs de planter mécaniquement plusieurs hectares de raisins, faisant de la zone du pied du nord du mont Tian Shan, c'est dans la zone du Xinjiang, la principale zone de production de raisins. Et j'ai pu voir comment, grâce à la culture de la vigne, par exemple, le deuxième plus grand désert de la Chine, verdit et la population en bénéficie. Un autre exemple très atypique et très intéressant, j'ai pu découvrir par exemple comment le papier découpé, c'est un patrimoine culturel chinois, a pu permettre à certaines populations de sortir de la pauvreté. Et ça, je l'ai vécu quand j'étais dans la province du Shanxi, dans la ville de Luliang, où j'ai servi de cadre de village. Donc en gros, je pense que il y a assez de similitudes avec les comtés et les villages africains, mais les grandes différences, c'est en termes d'exode rural, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes dans les villages en Afrique. Nous savons tous que la population africaine est très jeune, mais les différences majeures sont l'industrie dans les campagnes chinoises sont plus prononcées et aussi les terres sont restées la propriété du collectif en Chine. Donc, j'ai été marqué par l'esprit de travail de manière brève, j'ai été marqué par l'esprit de travail, par le dévouement des villageois et surtout par l'esprit d'unité et de soutien mutuel entre les villageois. Donc, en gros, c'est cela. Et vous dites que vous avez eu l'opportunité de travailler comme cadre rural. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point-là? Tout à fait, j'ai passé quelques semaines dans la province du Shanxi et il était question pour moi de, d'agir comme un cadre du village, c'est-à-dire j'allais dans les maisons des villageois pour essayer d'écouter leurs soucis, pour essayer de voir dans quel changement a été opéré dans les 10 dernières années. Et j'ai été très surpris de la distance et de la proximité, en fait, autant pour moi, de la proximité entre les cadres du village et les villageois. Moi, en tant que je faisais du shadowing, j'ai vu comment les cadres de village et les villageois étaient très proches, en ce que les cadres de village maîtrisaient la situation de tous les villageois en termes de production, même en termes de famille, même en termes de santé. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare en Afrique. Et ça m'a aussi donné une impression de voir comment les problèmes de ces villageois avaient une place majeure dans la politique ou alors dans les décisions de ces cadres de village. Et ça traduit un peu ce qu'on voit ici dans le gouvernement central à Pékin.
En 2021, la Chine a atteint son objectif national d'éradication de la pauvreté et les régions rurales ont été les principaux acteurs de cette grande bataille. Monsieur Wu, d'après vous, quels ont été les succès les plus remarquables obtenus jusqu'à présent dans la construction et le développement des régions rurales chinoises? Disons d'abord, c'est un succès historique. Alors, vous savez, l'extrême pauvreté a tourmenté les Chinois pendant des milliers d'années. Et cette fois-ci, voilà, c'est la première fois que les Chinois ont réussi à s'en débarrasser. Alors, donc c'est un succès énorme, énorme. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, se débarrasser de la pauvreté. Alors, ça veut dire tout simplement l'amélioration considérable du niveau de vie, voilà, de la qualité de vie des ruraux. Alors, d'abord, on a résolu voilà, le problème d'alimentation. Vous savez, ce sont des besoins élémentaires des êtres humains. D'abord, l'alimentation. On a résolu ce problème. C'est-à-dire, pendant des milliers d'années, c'était toujours un gros problème. Voilà. Le problème de faim, de famine, voilà, qui a tourmenté les Chinois pendant très très longtemps. Mais cette fois-ci, le problème alimentaire est définitivement réglé. Et puis l'habillement, bon, c'est secondaire, mais c'est quand même un être humain doit s'habiller. Bon. Et puis à partir de là, il y a aussi d'autres facteurs qui sont importants pour la vie quotidienne des gens. Logement, ouais, il faut avoir un logement décent. Et il faut avoir l'accès à l'éducation aussi, parce que les enfants doivent être éduqués. Bon. Et puis il faut avoir aussi l'accès aux soins médicaux. Alors, tout ça, tous ces problèmes-là sont réglés. Parce que durant la lutte contre la pauvreté, voilà, le gouvernement chinois a fixé des critères voilà, pour mesurer le succès ou non voilà, de cette lutte. C'est-à-dire qu'il faut absolument régler tous ces problèmes élémentaires. Mais au-delà, il y a autre chose, parce qu'il ne suffit pas d'avoir réglé tous ces problèmes fondamentaux. L'amélioration du niveau de vie concerne aussi, par exemple, le transport. Voilà, il faut que les villageois puissent se déplacer facilement. Or, en Chine, vous savez, voilà, il y a des régions montagneuses d'accès difficile. Bon, ben, on a pratiquement résolu voilà, le problème de transport avec des investissements énormes dans les infrastructures. Maintenant, bon, tous les villages, soit directement voilà, connectés au réseau routier, soit voilà, à proximité. Proximité, ils peuvent facilement accéder au réseau routier voilà, à proximité. Et puis, l'électricité aussi, parce que les êtres humains aujourd'hui, voilà, dans le temps moderne, on ne peut pas se passer de l'électricité. Mais il y a quelques décennies, voilà, c'était encore un gros problème dans les régions rurales en Chine. Maintenant, pratiquement, voilà, l'électricité arrive dans tous les villages. Bon. Et puis la télécommunication. Bon. Là, c'est très développé en Chine, parce que voilà, même les ruraux, voilà, ils utilisent leur portable pour pouvoir communiquer avec les autres par leur système de télécommunication. Et puis l'eau potable. L'eau potable, ça c'est important aussi, parce que vous savez, en Chine, il y a de vastes régions où l'eau manque. Voilà. Il faut absolument résoudre ce problème qui est vital pour les gens. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de quoi manger, il faut les cuire avec de l'eau. Bon, alors, bon, donc l'eau potable, c'est aussi un problème. Mais tous ces problèmes-là sont pratiquement résolus. Alors, il y a un deuxième aspect qui est tout à fait non négligeable, c'est la tâche agricole qui était très lourde pour les ruraux, pour les agriculteurs, parce que les agriculteurs chinois travaillaient, ben, il y a encore peu de temps, pratiquement voilà, à la main. C'est-à-dire les efforts physiques étaient très importants voilà, pour les activités agricoles. Mais depuis quelques décennies, la mécanisation, voilà, c'est-à-dire les machines agricoles, voilà, l'usage des machines agricoles est généralisé. On utilise aujourd'hui même des drones. Voilà, imaginez bien des drones pour semer des grains, pour semer des engrais chimiques, semer des insecticides. Et puis on utilise aujourd'hui
des grains sélectionnés. Là, c'est une technologie assez développée en Chine. Nous avons des agronomes qui font beaucoup d'efforts pour sélectionner les grains, ce qui assure la productivité des céréales. Et puis, comme j'ai évoqué tout à l'heure, l'insecticide, l'engrais chimique est largement utilisé. Voilà. Donc, les paysans chinois aujourd'hui ne sont plus comme nos ancêtres, travailler de façon très très physique, c'est-à-dire avec des travaux du champ très très durs. Alors, mais aujourd'hui, ils peuvent très bien s'appuyer sur toutes les technologies modernes. Donc, ils n'ont plus besoin de se livrer à des exercices physiques très très durs. Bon. Alors, troisième aspect, c'est qu'avec la modernisation de la productivité, mais aussi des conditions de vie dans l'environnement, ils peuvent maintenant augmenter considérablement leurs revenus. Alors ça c'est important, parce que non seulement ils ont pu assurer leurs besoins alimentaires, ils ont pu alléger leurs efforts physiques pour la production agricole, mais ils ont aussi un revenu de plus en plus important. Bon. Alors, comment expliquer ce revenu qui est de plus en plus important? Premièrement, c'est l'État qui garantit l'achat de la production céréalière. Bon. Donc, quelle que soit la fluctuation du marché, l'État garantit un prix de rachat des céréales. Deuxièmement, la productivité. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec la technologie moderne, la productivité agricole augmente énormément. Et puis, aujourd'hui, les paysans, avec toutes les facilités dues au développement des infrastructures et tout, de la technologie, eh bien, ils varient leur culture. Au lieu de se concentrer uniquement sur les céréales, ils peuvent aujourd'hui, par exemple, cultiver des fruitiers, des légumes, des plantes médicales, et tout ça, ça rapporte plus que le céréal. Bon. Alors, et puis, il y a aussi un facteur qui est important, c'est la commercialisation de ces produits agricoles. Avant, faute d'infrastructures importantes, les produits agricoles avaient du mal à se commercialiser. Aujourd'hui, avec le commerce électronique et tout, avec la facilité du transport, donc la commercialisation des produits agricoles est devenue beaucoup plus facile et ça rapporte également aussi. Et puis, un autre facteur, ce sont les entreprises industrielles ou commerciales qui sont créées dans les zones rurales. Évidemment, cela rapporte plus que l'agriculture. Ça se comprend, puisque les entreprises rapportent plus. Et puis, il y a aussi le tourisme rural qui se développe partout en Chine. Les paysans commencent à attirer des touristes pour visiter leurs beaux villages, leur région fantastique, en construisant des auberges, mais aussi des restaurants, c'est-à-dire des infrastructures alimentaires pour accueillir les touristes. Tous ces facteurs contribuent à l'augmentation des revenus des paysans. Donc, quand on parle du succès de la lutte contre la pauvreté, il faut tenir compte de tout ça pour comprendre qu'aujourd'hui, les paysans chinois vivent plus comme avant. Ils ont un niveau de vie bien, bien meilleur. Et en 2017, lors du 19e congrès national du PCC, le président chinois Xi Jinping a proposé la stratégie de revitalisation rurale. La mise en œuvre de cette stratégie est donc devenue une priorité pour la période du 14e plan quinquennal. Monsieur Mendou, pour vous, quelle importance revêt aujourd'hui cette stratégie ? Merci pour votre question. Je pense que cette stratégie est non négligeable quand on regarde d'un point de vue global. D'autant plus qu'elle vise, dans un premier temps, à achever la modernisation du système agricole et et les zones rurales avant 2035. Et aussi, à terme, la Chine a intention de parvenir avant 2050 à construire de belles campagnes, monsieur Wu vient de le mentionner, de très belles campagnes caractérisées par une agriculture forte et des agricultures prospères. Et ainsi, la Chine a aussi décidé de faire davantage pour promouvoir l'efficacité et la qualité du secteur agricole, en rendant les zones rurales propices à la vie et au travail, et aussi veiller à ce que les agriculteurs s'enrichissent
nous avons eu des exemples avec Monsieur Wu. Donc, pour m'en tenir aux mots ou alors à l'argumentation du président Xi Jinping, il a souligné la nécessité d'adhérer au développement prioritaire de l'agriculture et des zones rurales et ainsi en consolidant et améliorant le système de la gestion rurale de base pour maintenir la stabilité et l'inamovibilité des contrats fonciers sur le long terme. Et aussi permettant de prolonger à nouveau le deuxième terme de contrat foncier des 3 décennies après leur exploitation. C'est très important parce que, selon lui, il faut aussi assurer la sécurité alimentaire nationale et permettre au peuple chinois de tenir ferme ce que vous appelez le bol de riz en fer. Et c'est cette perception, je pense que cette stratégie de revitalisation rurale qui est mise en place par la Chine est en train de devenir un véritable modèle pour le développement durable des campagnes du monde entier. Et c'est-à-dire la majorité, quand on regarde les campagnes du monde entier, je fais référence à la majorité de la surface terrestre non occupée par les villes. Et étant entendu que la réduction de la pauvreté ou alors quand on parle de famine, c'est encore un problème global, pas uniquement en Afrique, mais dans plusieurs régions du monde. Et en fait, la revitalisation rurale englobe plusieurs domaines. La revitalisation de l'industrie, de l'environnement, de la culture, des talents et des organisations. Monsieur Wu, d'après vous, quels sont les défis les plus importants? Bon, j'ai évoqué tout à l'heure les succès, mais il faut comprendre une chose, c'est que tous ces gens qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, voilà, viennent de sortir de l'état de pauvreté. C'est-à-dire, aujourd'hui, leur niveau de vie par rapport au niveau de vie des citadins, par exemple, c'est encore très, très en retard. Il y a un écart énorme. Donc, il faut encore travailler, voilà, dur pour rattraper. Mais il faut comprendre une chose. Hein. Bon, en 1949, voilà, la majorité écrasante des Chinois vivaient dans l'extrême pauvreté. En 1949, l'année où la Chine nouvelle est née. Et lorsque, voilà, quelques décennies après, en 1980, le début de la réforme et d'ouverture que la Chine a appliquée, et puis le taux de pauvreté, selon les statistiques officielles publiées l'année dernière, c'était encore 96,2%, le taux de pauvreté en 1980. D'accord? Donc, ce n'est pas il y a très longtemps. Et à la fin de 2020, on a réussi à sortir tous les gens pauvres de l'état de pauvreté. Mais cela veut dire que c'est un début de l'amélioration. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, il faut encore investir davantage, énormément dans les infrastructures, à mon avis. D'abord, les infrastructures. Voilà. Les infrastructures, d'abord pour les conditions de vie élémentaires. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, les besoins élémentaux sont satisfaits, mais il est question aujourd'hui, avec la revitalisation des zones rurales, de faire davantage. Par exemple, l'eau potable. Bon, maintenant, on a réussi à assurer tous les ruraux en eau potable. Mais il n'y a pas encore partout un système de l'eau courante. Voilà, l'eau potable et l'eau courante, ce n'est pas la même notion. L'eau potable, ça veut dire, on peut trouver de l'eau, à partir des puits, à partir des ressources, des sources naturelles, à partir des fleuves, des rivières. Bon, mais il y a aussi des régions, qui souffrent de sécheresse. Bon, il faut creuser des puits très en profondeur. Mais tout ça, c'est seulement une première étape. Il est question, dans le plan de revitalisation des zones rurales, de construire le système de l'eau courante. Voilà, vous savez, en ville, ce sont les tuyauteries. Bon. Alors, nous avons fixé un objectif. Le gouvernement chinois a fixé un objectif, c'est-à-dire, il faut que l'on arrive à atteindre un taux de généralisation de l'eau courante dans les zones rurales à 88%. C'est-à-dire 88% de la population rurale devrait avoir de l'eau courante. Voilà, pas seulement de l'eau potable, mais de l'eau courante.
en 2025. C'est-à-dire, nous avons encore 3 ans. Mais tout ça, voilà, c'est facile à dire, mais cela nécessite beaucoup d'investissement, hein, parce que chaque village doit voilà, avoir les moyens financiers et les moyens humains pour voilà, réaliser voilà, les canalisations, les tuyauteries pour alimenter en eau courante chaque famille. Bah, ça, c'est un exemple. Bon. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est les toilettes. Bon, c'est un détail, mais vous savez, les toilettes, c'est très important pour la vie quotidienne. C'est pour ça qu'en Chine, on parle même de la révolution des toilettes. Pourquoi? Parce que pendant des milliers d'années, et jusqu'aujourd'hui encore, voilà, dans pas mal de régions rurales, voilà, les paysans n'avaient pas des toilettes modernes, c'est-à-dire avec la chasse d'eau. Bon, parce qu'il n'y a pas de système de canalisation comme l'eau courante. Bon, voilà, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ce sont des fosses d'aisance. Mais il est question, dans le plan de revitalisation des zones rurales, de moderniser voilà, le système de toilettes, c'est-à-dire voilà, les toilettes avec la chasse d'eau. Avec la chasse d'eau, encore une fois, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à réaliser parce que, premièrement, il faut avoir l'alimentation de l'eau. Voilà, donc la chasse d'eau, ça veut dire qu'il faut avoir de l'eau. En plus, il faut avoir des égouts. Il faut avoir des égouts. Bon, là aussi, il faut voilà, investir pour créer tout un système d'évacuation des eaux usées. Bon, mais à partir de là, ce n'est pas fini. Il faut avoir un système pour traiter des eaux usées. Alors, et à partir de là, on pense aussi à autre chose. Il faut traiter aussi les ordures ménagères. Voilà, le traitement des ordures ménagères, jusqu'à présent, n'existe pratiquement pas dans les zones rurales. Là, il faut aussi faire beaucoup d'efforts. Vous voyez? Donc, tous ces détails, voilà, nécessitent encore beaucoup d'efforts. Et puis, j'ai parlé aussi du transport. C'est vrai que maintenant, tous les villages peuvent accéder directement ou à proximité au réseau routier. Mais suivant le plan de revitalisation des zones rurales, il faut que toutes les routes bien construites voilà, desservent chaque village et même chaque famille. Il est question de faire des routes, de véritables routes pour desservir tous les villages et jusqu'à chaque famille. Vous voyez, tous ces voilà, exigences prévues dans le plan de revitalisation rurale voilà, nécessitent encore beaucoup d'efforts. Et puis sur une dimension plus générale, il faut encore voilà, développer les entreprises rurales. Bon, ben, ça c'est important, il ne faut pas s'appuyer uniquement sur l'agriculture elle-même. Voilà, bon. Il faut aussi développer le tourisme, comme je vous ai dit. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier voilà, l'agriculture elle-même. Bon, voilà, on a déjà modernisé pas mal de modes de production agricole, mais il est question toujours voilà, de moderniser davantage. Par exemple, aujourd'hui, ce sont les exploitations agricoles familiales. Mais à l'avenir, évidemment, il faut penser à une exploitation à l'échelle plus importante, voilà, des fermes voilà, qui peuvent voilà, travailler de façon industrielle au lieu de laisser chaque famille voilà, travailler sur leur propre parcelle de terre. Voilà. Bon, mais de toute façon, tous ces aspects-là voilà, représentent des tâches énormes prévues dans la revitalisation rurale de la Chine. Et le président chinois Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises dans ses discours que la revitalisation industrielle était l'élément clé pour parvenir à la revitalisation rurale. Monsieur Mentou, comment interprétez-vous ces propos? Eh bien, c'est tout à fait plausible. Dans mes multiples excursions, j'ai pu le constater. Par exemple, nous avons tous entendu parler de l'initiative Un village, un produit. Nous avons vu de plus en plus des comtés développer la production de certains produits en masse. Je vous prends l'exemple, par exemple, j'ai été à Jiangxi, dans un petit comté qui s'appelle Yijiahe. Et là, ils cultivent uniquement des mandarines. Ou alors la culture de la fraise dans le Yunnan, qui est dans le Yunnan, dans un petit comté qui s'appelle Lutuan. Et nous avons vu, à l'époque, ils avaient plusieurs productions, mais sous cette initiative Un village, un produit, tout le village ou tous les villageois se sont alliés pour industrialiser un unique produit. Et cela
et les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. J'ai fait beaucoup d'investigations et je me suis rendu compte que les revenus par habitant sont multipliés, ils ont eu 10 fois plus. C'est-à-dire les revenus des habitants sont 10 fois plus importants qu'à l'époque. Donc, ça revient à ce que vous venez de dire, que le président Xi Jinping a mentionné que le développement industriel a stimulé la revitalisation rurale. Et parce qu'il faut une chaîne de production. Il faut une chaîne de production pour augmenter la production, pour non pas seulement desservir ou alors pallier aux besoins locaux, mais aussi pour se faire je dirais, une marge aussi, et aussi pour commercialiser dans les régions avoisinantes et aussi dans les autres pays, pourquoi pas. Donc, l'industrialisation de ces produits locaux, par exemple, a favorisé la revitalisation rurale de ces zones en leur permettant de sortir de la pauvreté et d'améliorer aussi la qualité et les conditions de vie de ces populations par ricochet. D'ailleurs, lors de son inspection dans la province du Yunnan en 2015, le président chinois Xi Jinping a insisté sur la nécessité que la nouvelle ruralité soit construite en harmonie avec les moyens réels des campagnes chinoises, qu'elle suive les règles de l'autodéveloppement rural, qu'elle incarne pleinement les caractéristiques paysannes et qu'elle veille à respecter l'âme de la terre natale. Monsieur Wu, quel regard portez-vous sur ces propos? C'est très important. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la revitalisation des zones rurales, voilà, de la modernisation, voilà, de nos campagnes, cela ne veut nullement dire de transformer les zones rurales en zones urbaines. Voilà. Ce ne serait pas beau, hein, ce ne serait pas beau parce que nous qui vivons aujourd'hui en ville, qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que nous avons souhaité? Voilà, nous souhaitons quand même de temps en temps sortir justement toute cette forêt de béton pour voir la nature, pour se reposer dans la campagne. Nous avons besoin, les êtres humains ont besoin de la campagne. Nous avons besoin de la modernité, voilà, quelquefois de la concentration, voilà, comme les grandes villes, voilà, où les activités industrielles, commerciales et tout sont plus favorisées, mais nous n'avons pas, voilà, oublié, voilà, la nature, et nous avons besoin de la nature. Donc, il faut absolument pas, voilà, transformer toutes les zones rurales en zones urbaines. D'accord? Il faut garder, au contraire, voilà, l'aspect pittoresque, voilà, des champs, voilà, garder la nature. C'est d'ailleurs ça le charme pour le tourisme rural. Voilà. Si j'ai évoqué, voilà, le tourisme rural, c'est parce que bah, les citadins ont besoin, voilà, de la nature. Ils veulent bien passer leur week-end ou leurs vacances dans un petit village tranquille, voilà, en admirant le beau paysage d'alentour. Ou même, voilà, pour les enfants qui sont nés dans les villes, ils ont envie de connaître un peu l'agriculture. Bah, ils vont dans un village pour regarder, voilà, avec beaucoup de curiosité, comment poussent, voilà, les plantes, comment les gens travaillent sur les champs. Tout ça, voilà, c'est très important. C'est très important. Donc, de toute façon, il faut garder, voilà, la nature. C'est d'ailleurs aussi, voilà, très utile pour protéger notre environnement. Voilà, sur le plan écologique, c'est également très important. Très important, voilà. C'est la campagne qui peut soulager, voilà, qui peut soulager les activités humaines trop concentrées, qui produisent justement des effets négatifs. Voilà. Bon. Donc, je crois que c'est ça, voilà, ce que le président Xi Jinping veut souligner. Voilà, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, voilà, transformer les zones rurales simplement en zones urbaines. Je vous remercie, M. Wu et M. Mendou, d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.